Tout ce que vous croyez savoir sur l'âge de pierre est faux. On vous a menti. Depuis l'école, on vous a gravé une image dans le crâne. Des hommes vêtus de peau de bête, grelottant dans des grottes humides, taillant maladroitement des silex en attendant que la civilisation arrive enfin. On vous a vendu l'idée que le passé lointain était gris, froid et surtout minéral. On l'appelle l'âge de pierre, mais c'est une erreur de marketing historique. C'est un biais de survivant colossal. La pierre, c'est tout ce qui reste quand le temps a fait son œuvre de dévoreur. La pierre, c'est le squelette blanchi qui traîne dans le désert après que les vautours ont fini leur repas. Mais la chair, le sang, la vie de ces civilisations, tout cela a disparu. La vérité, c'est que nos ancêtres ne vivaient pas dans un monde de pierre. Ils vivaient dans un monde de bois. Ils étaient les maîtres d'une technologie organique que nous avons totalement oubliée. Ils n'étaient pas des hommes des cavernes. Ils étaient les architectes d'un empire forestier. Imaginez un instant. Vous êtes en Europe, il y a 5000, peut-être 7000 ans. Vous marchez à travers une forêt primaire si dense qu'elle recouvre le continent comme un manteau sombre, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et soudain, la forêt s'ouvre. Ce que vous voyez devant vous n'est pas une simple clairière avec 3 huttes misérables. C'est une méga structure, une cathédrale de chêne, des troncs gigantesques, pesant plusieurs tonnes, dressés vers le ciel avec une précision géométrique terrifiante. Des palissades concentriques qui s'étendent sur des centaines de mètres, bloquant l'horizon. Des temples peints de couleurs vives, ocre rouge, craie blanche, charbon noir, vibrant sous le soleil. Ça sent la sève, la fumée, le sang séché et la puissance brute. Ces structures étaient aussi imposantes, aussi complexes et aussi intimidantes que les pyramides d'Égypte ou les temples mayas, sauf qu'elles étaient vivantes. Et parce qu'elles étaient faites de bois, elles ont pourri. Elles se sont effondrées. Elles sont retournées à la terre, emportant avec elles les secrets d'une ingénierie qui défie l'entendement. Aujourd'hui, nous allons rouvrir le dossier. Nous allons faire parler la poussière. Nous allons descendre dans les trous de poteaux laissés par ces titans disparus pour comprendre comment, sans métal, sans roues, sans machine, ils ont bâti l'impossible. Bienvenue dans l'ère des géants de bois. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous avons perdu, il faut se rendre là où le mystère est le plus épais, au sud de l'Angleterre. Tout le monde connaît Stonehenge, ces tridite de grès emblématiques qui se découpent sur l'horizon. C'est l'icône de la préhistoire. Mais Stonehenge n'est que la moitié de l'histoire, c'est la moitié morte. À seulement 3 kilomètres de là, il existe un autre site. Un site que les touristes ignorent souvent, donne des sueurs froides aux archéologues qui comprennent ce qu'il implique. Ce site s'appelle Durrington Walls. Aujourd'hui, si vous y allez, vous ne verrez qu'un immense remblai de terre, une sorte de vaste amphithéâtre herbeux. Mais grâce aux technologies de scan radar et aux fouilles minutieuses, nous avons pu voir ce qui s'y trouvait il y a 4500 ans. Et l'image qui en ressort est stupéfiante. Durrington Walls n'était pas juste un village, c'était une métropole de bois. C'est le plus grand henge ou enceinte circulaire connu à ce jour. Le site fait près de 500 mètres de diamètre. Pour vous donner une idée, vous pourriez faire tenir le village d'Evebury ou une partie significative du centre de Londres à l'intérieur. Ce qui entourait cette zone n'était pas une petite barrière pour garder les moutons, c'était une muraille de troncs d'arbres. Des milliers de chênes, abattus, ébranchés, transportés et plantés verticalement pour former une enceinte continue. À l'intérieur de ce périmètre défensif, ou rituel, se trouvaient des cercles de bois concentriques. Le Southern Circle et le Northern Circle. Ces structures ressemblaient à Stonehenge, mais construites avec des troncs massifs au lieu de pierre. Pourquoi le bois ? Pourquoi faire l'effort titanesque de couper des forêts entières pour construire quelque chose qui va finir par pourrir ? C'est là que réside la clé psychologique de ces bâtisseurs. L'archéologue Mike Parker Pearson a proposé une théorie qui a bouleversé notre vision du néolithique. Selon lui, nous avons affaire à une dichotomie symbolique fondamentale, le bois contre la pierre. Le bois est un matériau vivant. Il change de couleur, il travaille, il vieillit, et finalement, il meurt et disparaît. Comme nous.
La pierre, elle, est froide, immuable, éternelle. Elle appartient aux ancêtres. Donc, Stonehenge, avec ses pierres froides, était le domaine des morts. Un lieu de sépulture, un mémorial figé dans l'éternité. Mais Durrington Walls, Durrington avec ses piliers de chêne, ses feux de joie, ses banquets gargantuesques, c'était le domaine des vivants. C'est ici que les gens célébraient la vie. Les fouilles ont révélé des quantités astronomiques d'ossements de porc, des dizaines de milliers. Et attention, ces cochons n'étaient pas élevés sur place. L'analyse isotopique de leurs dents montre qu'ils venaient de toute la Grande-Bretagne. Certains venaient d'Écosse, du pays de Galles. Imaginez la scène. Le solstice d'hiver approche, des milliers de pèlerins convergent vers cette mégastructure en bois. Ils marchent depuis des semaines, guidant leurs troupeaux. Ils arrivent devant cette enceinte colossale de troncs pâles, fraîchement écorcés, qui brille sous la lune. À l'intérieur, c'est une orgie de nourriture, de danse, de rituels. On se gave de viande de porc grillée, on jette les os par terre, on danse entre les piliers de bois. La structure de bois n'était pas une imitation pauvre de la pierre. C'était un choix délibéré. Le bois représentait la vitalité, la croissance. Construire en bois, c'était affirmer son pouvoir sur le monde vivant. Mais attardons-nous une seconde sur l'aspect technique. Parce que dire « ils ont construit en bois » est facile. Le faire, avec la technologie de l'époque, est une autre histoire. C'est ici que le thriller archéologique devient un thriller d'ingénierie. Nous sommes au néolithique. Pas de scie en métal, pas de hache en fer, pas de chaîne. Leur seul outil de coupe, c'est le silex ou la pierre polie. Avez-vous déjà essayé de couper un chêne centenaire avec un caillou? Un chêne mature, c'est du béton organique. C'est dense, c'est dur, ça résiste. Pour construire une enceinte comme celle de Durrington Walls ou le site voisin de Woodhenge, il a fallu abattre des milliers d'arbres. Pas des arbustes, des arbres de forêt primaire, hauts de 20 ou 30 mètres, avec des troncs larges comme des tables de banquet. L'archéologie expérimentale a tenté de reproduire l'exploit. Des équipes modernes, armées de répliques de haches en pierre polie, se sont attaquées à des arbres. Le résultat est brutal. La hache en pierre ne coupe pas le bois comme une lame d'acier, elle le broie. Elle le déchire fibre par fibre. Chaque coup résonne dans les bras de l'ouvrier. Il faut frapper avec un angle précis pour faire éclater le copeau, sans briser la lame de pierre, qui a pris elle-même des dizaines d'heures à être façonnée. Pour abattre un seul arbre de taille moyenne, il faut des heures de travail acharné à plusieurs hommes. Maintenant, multipliez ça par 4000. 4000 arbres, juste pour la palissade. Sans compter les bâtiments intérieurs, les maisons, le bois de chauffage pour les immenses festins. C'est là qu'on réalise que ces sociétés n'étaient pas des petits groupes égalitaires et tranquilles. Pour orchestrer un massacre écologique pareil, car c'est bien de cela qu'il s'agit, une déforestation industrielle, il faut une hiérarchie, il faut des chefs, il faut des planificateurs. Il faut quelqu'un qui dit « toi, tu coupes, toi, tu transportes, toi, tu creuses, et si tu ne fais pas, tu ne manges pas. » Ces mégastructures en bois sont la preuve indéniable d'une organisation sociale complexe, peut-être même tyrannique. Le bois ne ment pas sur la main-d'œuvre nécessaire. Le transport de ces géants verts est un autre cauchemar logistique. Une fois l'arbre au sol, il pèse plusieurs tonnes. Il faut les brancher, ce qui demande encore des centaines de coups de hache. Puis il faut le traîner. Pas de chevaux de trait à cette époque au Royaume-Uni, juste la force humaine. Des cordes en fibres végétales, des traîneaux en bois et de la sueur. Les traces au sol montrent que ces troncs n'étaient pas simplement plantés n'importe comment. À Woodhenge, par exemple, un site tout proche, la disposition est maniaque. 6 anneaux concentriques ovales. Le plus grand fait 43 mètres de large. Les trous de poteaux varient en taille. Ceux de l'extérieur sont plus petits. Mais plus on va vers le centre, plus les trous deviennent énormes. Au cœur de la structure,
les poteaux devaient faire 1 mètre de diamètre et s'élever à près de 10 mètres de hauteur. Imaginez l'effort pour lever un tel monstre. Il faut creuser un trou de 2 mètres de profondeur avec des bois de serre et des omoplates de bœuf en guise de pelle. Il faut créer une rampe d'accès en pente douce. Il faut glisser la base du tronc dans le trou et ensuite, le moment de vérité. Le levage, des cordes, des chevalets de bois, des centaines d'hommes qui tirent et poussent à l'unisson. Un faux mouvement, une corde qui casse, et le tronc écrase une douzaine d'ouvriers. C'étaient des chantiers dangereux. Le sang a coulé sur ces troncs bien avant qu'ils ne soient peints. Et une fois dressés, c'est là que le mystère s'épaissit. À quoi ressemblait Woodhenge ? Certains archéologues pensent que c'était une structure à ciel ouvert, une forêt de poteaux totémiques sculptés, ressemblant à ce que les tribus de la côte nord-ouest du Pacifique faisaient en Amérique. Des visages grimaçants, des animaux sacrés, peints en rouge et blanc, hurlant en silence vers le ciel. D'autres pensent que c'était un bâtiment couvert, un toit immense, peut-être avec une ouverture centrale, un oculus, pour laisser passer la lumière ou la fumée. Si c'était couvert, alors Woodhenge n'était pas juste un cercle, c'était une tour, ou une immense salle de conseil pouvant accueillir des centaines de personnes dans la pénombre, éclairée par des torches vacillantes où les chamans entraient en transe. Mais il y a un détail macabre à Woodhenge qui nous rappelle que ces structures n'étaient pas des salles de fête innocentes. Au centre exact des anneaux, les archéologues ont trouvé une fosse. À l'intérieur, pas de poteau, mais de squelette d'un enfant. Son crâne avait été fondu. C'était une offrande de fondation. Avant de lever la forêt de bois, il fallait nourrir la terre avec du sang. La mégastructure exigeait un paiement. Cela change la façon dont on regarde ces trous dans le sol, n'est-ce pas ? Chaque emplacement de poteau est une cicatrice. Quittons maintenant les brumes de l'Angleterre pour plonger plus loin dans le temps et dans l'espace. Car si les Britanniques ont leur Henge, l'Europe continentale cache un secret encore plus ancien et peut-être encore plus grandiose. Pendant des décennies, on a cru que les premiers agriculteurs d'Europe centrale vivaient dans des fermes isolées, paisibles. Mais dans les années 90, la photographie aérienne a commencé à révéler des formes étranges dans les champs de blé d'Allemagne, d'Autriche et de Slovaquie. Des cicatrices circulaires, des spectres dans la terre. On les appelle les Rondel ou Kreisgrabenanlagen en allemand. Et il y en a des centaines. Ces structures datent de 4800 à 4600 avant notre ère. Faites le calcul. C'est 2000 ans avant Stonehenge, 2000 ans avant les pyramides de Gizeh. L'exemple le plus célèbre et le plus glaçant est le cercle de Gözek en Allemagne. Découvert par hasard par un pilote survolant la région, Gözek a réécrit l'histoire. Vu du ciel, c'est un cercle parfait de 75 mètres de diamètre. Au sol, c'était une forteresse de bois et de terre. Les bâtisseurs de Gözek ont creusé un fossé en V, large et profond. Puis, à l'intérieur, ils ont érigé 2 palissades concentriques de troncs de chêne, hautes de 3 mètres. Une muraille impénétrable qui cachait l'intérieur aux yeux du commun des mortels. Mais cette muraille avait des failles, des portes, 3 ouvertures précises. Une au nord, une au sud-est, une au sud-ouest. Quand les archéologues ont mesuré l'orientation de ces portes, ils ont eu un frisson. Elles ne sont pas placées au hasard. La porte sud-est s'aligne exactement avec le lever du soleil au solstice d'hiver. La porte sud-ouest s'aligne avec le coucher du soleil ce même jour. Gözek n'est pas juste un enclos. C'est le plus vieil observatoire solaire connu au monde. Imaginez la scène, il y a près de 7000 ans. L'hiver est là, les réserves de nourriture baissent, la peur que le soleil ne revienne jamais grandit dans la tribu. Les prêtres, ou les chefs, rassemblent le peuple à l'intérieur du cercle de bois. Les murs bloquent le vent glacial, mais aussi la vue sur le monde extérieur. Tout l'univers se réduit à ce cercle de chêne et de ciel. Le soleil se lève. Un rayon de lumière traverse la porte sud-est, fend l'ombre de l'arène et vient frapper le centre exact de la structure. La précision astronomique requise pour construire Gözek est phénoménale. Il ne suffit pas de planter des bâtons.
Il faut observer les astres pendant des années, noter les points de lever et de coucher, calculer les angles, et ensuite traduire ces mathématiques célestes en une architecture de bois massive. Cela implique une connaissance transmise, une science préhistorique que nous avons sous-estimée. Mais attention, ne tombons pas dans le piège du hippie néolithique en harmonie avec le cosmos. Gozek, comme Oudenge, a sa part d'ombre. Les fouilles dans les fossés des rondelles révèlent souvent des choses dérangeantes. Des os brisés, des crânes fracassés, des pointes de flèches fichées dans des vertèbres. Parfois, on trouve de la viande cuite, humaine. Ces mégastructures servaient d'observatoire, oui, de lieux de marché sans doute, de centres de justice, certainement. Mais elles étaient aussi des arènes rituelles où la violence était codifiée. Pourquoi construire des palissades de 3 mètres de haut si ce n'est pour empêcher quelque chose d'entrer ou quelqu'un de sortir? L'aspect le plus fascinant des rondelles, c'est leur disparition. Pendant environ 200 ans, l'Europe centrale se couvre de ces géants de bois. C'est une mode architecturale frénétique. Chaque tribu, chaque clan veut son rondelle. C'est une course au prestige. Et puis, soudainement, tout s'arrête. Vers 4600 avant notre ère, le phénomène cesse brutalement. On ne construit plus de rondelles. Les anciens sont abandonnés, ou pire, détruits rituellement. Pourquoi? Une crise religieuse? Une guerre civile? Une épidémie? Les archéologues parlent d'un effondrement sociétal. L'effort pour maintenir ces structures, pour abattre les forêts, pour nourrir les bâtisseurs, a peut-être épuisé les ressources. La société a implosé sous le poids de sa propre ambition architecturale. Mais si les rondelles étaient des structures circulaires, spéciales, la vie quotidienne de l'époque néolithique en Europe abritait une autre forme de mégastructure, moins mystique, mais tout aussi impressionnante par sa taille brute. Nous devons parler des longhouses, les maisons longues. Oubliez la petite cabane en branchage. La culture rubanée, linéaire bande céramique ou LBK, qui a colonisé l'Europe centrale en apportant l'agriculture, vivait dans de véritables paquebots terrestres. Ces maisons étaient des monstres. Certaines atteignaient 40 mètres de long, voire 60 mètres pour les plus grandes. C'est la moitié d'un terrain de football. Largeur, 6 à 8 mètres. Hauteur sous faite, probablement 8 à 10 mètres. C'étaient des cathédrales domestiques. La structure interne est d'une complexité qui ferait pâlir un charpentier moderne. 5 rangées de poteaux massifs soutenaient le toit. Pourquoi 5? Parce que le toit était lourd, très lourd. Couvert de chaume, de roseaux ou d'écorce, il pesait des tonnes, surtout quand il était gorgé de pluie ou couvert de neige. La rangée centrale de poteaux supportait la poutre faîtière, la colonne vertébrale de la maison. Les rangées intermédiaires soutenaient les pannes. Les rangées extérieures formaient les murs, souvent constitués de clayonnage, un tressage de branches recouvert de torchis, un mélange d'argile, de paille et de bouse. Le torchis, une fois sec, est dur comme de la brique. Il isole du froid et du vent. À l'intérieur de ces maisons longues, c'était un monde en soi, une obscurité enfumée percée par les rayons de lumière filtrant par les portes ou les trous d'aération. L'espace était strictement divisé. On pense qu'une partie de la maison servait au bétail durant l'hiver. La chaleur des animaux aidait à chauffer l'espace humain. Une autre partie servait au stockage des grains dans des greniers surélevés pour les protéger des rongeurs. Et la partie centrale, c'était le foyer, le cœur de la famille. Mais pas une famille nucléaire comme aujourd'hui, papa, maman et les enfants, non. Une longhouse abritait un clan élargi. 20, 30, peut-être 50 personnes. Plusieurs générations vivant, dormant, mangeant et mourant sous le même toit de bois géant. La construction d'une seule de ces maisons demandait, encore une fois, l'abattage de dizaines de chênes centenaires. Et voici le détail qui tue. Ces maisons n'étaient pas faites pour durer éternellement, mais elles étaient faites pour durer longtemps, 30 à 50 ans. Quand une maison devenait trop vieille, on ne la réparait pas toujours.
On en construisait une nouvelle juste à côté. Et l'ancienne, on la laissait pourrir sur place. Les villages LBK sont souvent des cimetières de maisons fantômes. Les squelettes des anciennes structures gisaient à côté des nouvelles, rappelant aux vivants la présence des ancêtres. Mais il y a quelque chose d'étrange avec ces maisons longues. Elles sont toutes orientées de la même façon. Presque invariablement, elles sont alignées nord-ouest, sud-est. Pourquoi? Pour se protéger des vents dominants? Pour profiter du soleil matinal? C'est l'explication fonctionnelle. Mais l'uniformité est telle, sur des milliers de kilomètres, de la France à l'Ukraine, qu'elle suggère une norme culturelle rigide, une règle non écrite. C'est comme ça qu'on construit, point barre. L'impact visuel de ces villages devait être saisissant. Imaginez une clairière ouverte à la hache dans la forêt dense, et là, alignées comme des navires au port, 5 ou 6 maisons gigantesques, fumantes, entourées de champs cultivés. C'était une affirmation de dominance. L'homme néolithique ne se contentait pas d'habiter la nature, il la domestiquait. Il transformait le chaos végétal en ordre géométrique. Mais cette domestication avait un prix. Le bois. Toujours le bois. L'analyse des pollens montre que partout où ces constructeurs de mégastructures passaient, la forêt reculait. Ils ne faisaient pas que couper des arbres pour construire. Ils en coupaient pour chauffer ces immenses volumes. Ils en coupaient pour cuire leur poterie. Ils en coupaient pour créer des champs. L'Europe a connu sa première grande crise écologique non pas avec la révolution industrielle, mais avec l'âge de la pierre polie. Cependant, il nous faut maintenant aborder la face la plus sombre de ces structures de bois. Le bois brûle. Et l'archéologie nous montre que beaucoup de ces structures, que ce soit les enceintes rituelles ou les maisons longues, ont fini dans les flammes. Accident? C'est ce qu'on a cru longtemps. Une étincelle, du chaume sec et pouf, tout part en fumée. Mais l'analyse fine des couches de cendres raconte une autre histoire. Une histoire de feu intentionnel, de pyromanie rituelle ou guerrière. Prenons le cas de la culture de Cucuteni-Tripilia. C'est une civilisation fascinante, située dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie. Ils construisaient des proto-villes, des agglomérations immenses, regroupant parfois des milliers de maisons, abritant jusqu'à 15 000 personnes. C'étaient les plus grandes communautés humaines du monde à cette époque, vers 4000 avant Jésus-Christ. Leurs maisons étaient en bois et en argile, souvent à étages. Oui, des maisons à étages au néolithique. Mais voici le mystère. Tous les 60 à 80 ans, ces immenses cités de bois étaient intégralement brûlées. Tout, pas juste une maison ici ou là, l'ensemble de la ville. Pendant longtemps, on a pensé à des invasions, des guerres, les barbares aux portes qui mettent le feu. Mais il n'y a pas de corps dans les rues, pas de traces de combat, pas de pointe de flèches dans les murs. De plus, la combustion est trop parfaite. Pour brûler une maison en torchis, qui est techniquement de la terre, il faut une quantité de combustible énorme. Il faut entasser du bois sec à l'intérieur et autour des murs pour atteindre la température critique où l'argile cuit et devient de la céramique. Ce qui a permis, ironiquement, de préserver ces structures pour les archéologues. Si c'était une attaque ennemie, pourquoi prendrait-il la peine d'apporter des tonnes de bois pour bien faire cuire les maisons de leurs victimes? Non, ce sont les habitants eux-mêmes qui le faisaient. C'est le cycle de la maison brûlée. La théorie actuelle est vertigineuse. Le peuple croyait que les maisons avaient un cycle de vie, comme les humains. Elles naissaient, construction, elles vivaient et elles devaient mourir. Brûler la mégastructure n'était pas un acte de destruction, mais un acte de transformation. Le feu purifiait. Il renvoyait l'esprit de la maison, et peut-être des ancêtres, vers le monde des esprits. Ensuite, on reconstruisait par-dessus, parfois au même endroit exact. Cela signifie que ces structures de bois n'étaient pas vues comme des biens matériels à accumuler et à léguer. Elles étaient des entités temporaires. Imaginez la mentalité qu'il faut pour construire un chef-d'œuvre architectural, y vivre pendant 2 générations et décider un beau matin, c'est fini, on brûle tout. Et de regarder sa maison, ses souvenirs, son travail, partir en une colonne de fumée visible à des kilomètres à la ronde.
C'est une relation matérielle qui nous est totalement étrangère. Mais le feu n'était pas toujours un rituel pacifique. Revenons aux maisons longues de l'Ouest. Sur certains sites, comme à Thalheim en Allemagne, on a trouvé une fosse commune, 34 corps, hommes, femmes, enfants, tous massacrés. Crânes défoncés par des haches de pierre et des herminettes, outils à travailler le bois. Et où ont-ils été jetés ? Dans la fosse d'une maison longue. Ici, la mégastructure de bois devient le décor d'un crime de guerre. Les archéologues pensent que c'est le résultat d'un conflit territorial. Quand tout le monde commence à construire des forteresses de bois et à défricher la forêt, l'espace se réduit, les ressources manquent. Le bois, source de vie et de construction, devient la cause de la mort. Il y a une hypothèse effrayante qui lie l'architecture à la violence. Plus les murs montent, plus la guerre devient inévitable. À partir du moment où vous investissez autant d'énergie pour construire une palissade géante comme à Durrington ou une maison longue massive, vous avez quelque chose à perdre. Vous avez un capital immobilisé. Vous ne pouvez plus fuir dans la forêt en cas de menace. Vous devez défendre votre structure. Le bois nous a sédentarisés et la sédentarisation nous a piégés dans la logique de la défense et de l'attaque. L'escalade est visible. Au début du néolithique, les villages sont ouverts, pas de murs. À la fin du néolithique, on voit apparaître des enceintes de plus en plus massives, des promontory forts, des sites perchés protégés par des remparts de troncs et de terre. L'architecture de bois se militarise. La cathédrale devient bunker. Mais il y a un type de mégastructure en bois dont nous n'avons pas encore parlé et qui défie les lois de la physique de l'âge de pierre. Les pistes de bois. Les routes sur les marais. Le Sweet Track dans les Somerset Levels en Angleterre en est l'exemple parfait. Construit en 3806 avant Jésus-Christ, une date précise grâce à la dendrochronologie, imaginez un marécage infini. Des roseaux, de la boue, de l'eau. Impossible à traverser à pied sans s'enfoncer. Pourtant, ces hommes voulaient traverser. Alors ils ont construit une route flottante, sur près de 2 kilomètres. La technique est ingénieuse. Ils ont d'abord posé des rails au fond de la boue. Puis, ils ont planté des piquets en croisement, en forme de X, par-dessus. Et enfin, ils ont posé une longue planche de chêne au creux du X pour servir de cheminement. Cela demandait des milliers de planches, taillées dans des troncs énormes. C'est la première autoroute de l'humanité. Et elle servait à quoi ? À relier des îles sèches au milieu du marais. Mais pourquoi vivre là ? Peut-être pour se protéger ? Le marais est une défense naturelle. Ou peut-être parce que le marais était un lieu sacré. On a trouvé des haches de jade, venant des Alpes italiennes, jetées le long de cette route comme offrande. L'ingénierie ne se limitait pas à dresser des poteaux. Il savait adapter le bois à des environnements hostiles. Il savait préfabriquer des éléments. Les planches du Sweet Track avaient été préparées ailleurs, puis apportées sur le site pour l'assemblage. C'est de la préfabrication industrielle il y a 6000 ans. Nous avons marché sur la terre ferme. Nous avons vu comment ils ont dompté la forêt pour en faire des temples et des forteresses. Mais l'ambition de ces architectes du bois ne s'arrêtait pas au rivage. Si vous pensez que l'âge de pierre était une époque de sédentaires terrifiés par l'horizon, détrompez-vous. Le bois leur a offert une autre dimension, la mer. Il faut imaginer la scène. Nous sommes sur la côte, peut-être en Bretagne, peut-être en Scandinavie. Devant nous, l'océan infini, gris, tumultueux. Un mur d'eau infranchissable. Pour un homme sans technologie, c'est la fin du monde. Mais pour les maîtres du bois, c'est une autoroute. Les archéologues ont retrouvé des traces de ces navires fantômes. On les appelle des pirogues monoxyles. Le terme technique est froid, mais la réalité est héroïque. Il s'agit de prendre le plus grand arbre possible, un chêne, encore une fois, ou un pin gigantesque, et de les vider. La technique est un mélange de chirurgie et de brutalité. On allume des petits feux contrôlés sur le dessus du tronc allongé. On laisse la braise mordre le bois, creuser la chair de l'arbre. Puis, avant que le feu ne traverse la coque, on l'éteint
et on gratte le charbon avec des herminettes en pierre. C'est un travail de patience infini. Une erreur, une fissure, une coque trop fine, et le bateau est mort avant même de toucher l'eau. Certaines de ces embarcations retrouvées dans la vase mesurent plus de 10 mètres de long. Elles pouvaient embarquer des guerriers, du bétail, des sacs de grains. C'est grâce à ces vaisseaux de bois que la révolution néolithique a sauté d'île. C'est comme ça que les mégalithes sont arrivés sur les îles britanniques. On ne traverse pas la Manche à la nage avec une vache sur le dos. Ces hommes partaient en mer sur des arbres morts. C'était la première marine de guerre, la première marine marchande. Et tout reposait sur la qualité d'un tronc et le courage d'un équipage qui savait que le bois était leur seule barrière contre une mort glacée. Mais le rapport à l'eau va encore plus loin. Il descend sous la surface. En 1998, sur une plage du Norfolk, en Angleterre, une tempête a arraché le sable et révélé quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Seahenge. Ce n'est pas un immense cercle comme Stonehenge. C'est petit, intime et infiniment plus perturbant. Daté de 2049 avant notre ère, l'âge du bronze ancien, mais ancré dans les traditions néolithiques. Au centre d'un cercle de 55 poteaux de chêne serrés les uns contre les autres, il y avait une souche. Mais pas n'importe quelle souche. Une souche de chêne immense, retournée. Les racines vers le ciel, le tronc enfoncé dans la terre. L'image est d'une violence symbolique inouïe. Un arbre, c'est la vie qui monte de la terre vers le ciel. C'est l'ordre naturel. Renverser l'arbre, mettre les racines à l'air, c'est inverser le monde. C'est créer un anti-arbre. Pourquoi ? Les théories sont nombreuses, mais toutes tournent autour de la mort. Les racines inversées ressemblent à des tentacules, à des doigts griffus cherchant à attraper quelque chose dans l'air pour le tirer vers le bas. Certains pensent que c'était une plateforme d'excarnation. On posait le corps du défunt sur les racines plates, exposées au ciel. Les oiseaux charognards, les vautours, les corbeaux, venaient nettoyer les eaux. Ils emportaient la chair vers les cieux, laissant les eaux blanchies tomber au centre du cercle. L'écorce des poteaux extérieurs avait été laissée sur la face tournée vers l'extérieur du cercle, mais l'intérieur avait été soigneusement écorcé. Ceux qui étaient dehors voyaient un mur d'arbres bruts. Ceux qui étaient dedans, dans l'arène sacrée, voyaient le bois nu, blanc, pur. C'est une architecture de l'exclusion. Le mystère n'est pas pour tout le monde. Seahenge nous rappelle que ces structures n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles étaient théâtrales. Elles étaient conçues pour provoquer la peur, le respect et la transe. Et parfois, le bois permettait de conserver ce que la pierre ne pouvait pas, l'art. On a trouvé le miracle, l'idole de Shigir. Quand on a sorti de la tourbe au XIXe siècle, on pensait qu'elle avait quelques milliers d'années. Récemment, avec la technologie de datation par spectrométrie de masse, le verdict est tombé comme un coup de tonnerre. 12 000 ans. Elle date de la fin de l'ère glaciaire. C'est 2 fois plus vieux que Stonehenge, 2 fois plus vieux que les pyramides. C'est une sculpture en bois de mélèze. À l'origine, elle mesurait plus de 5 mètres de haut. C'est un totem immense. Mais ce n'est pas un simple poteau. Le bois est entièrement sculpté. Le corps est plat, rectangulaire, couvert de motifs géométriques en zigzag. Et surtout, elle a des visages. Pas un seul visage. 7 ou 8 visages sont cachés dans les motifs du corps, superposés, regardant dans différentes directions. Et tout en haut, une tête dominante, avec une bouche ouverte en forme de O. Est-ce qu'elle chante ? Est-ce qu'elle souffle la vie ? L'idole de Shigir est la preuve absolue que bien avant de savoir empiler des pierres, l'humanité possédait une maîtrise artistique et symbolique complexe du bois. Pour sculpter ce mélèze frais, ils ont utilisé des outils en pierre taillée et des incisives de castor aiguisées. Oui, des dents de castor montées sur des manches pour gouger le bois dur.
Cette statue de 5 mètres ne tenait pas debout toute seule. Elle n'était pas enterrée. Elle était probablement appuyée contre un arbre ou une structure, visible de loin. Elle marquait un territoire. Elle disait « Ici, c'est notre forêt. Ici, nos ancêtres nous regardent. » Ce qui est terrifiant, c'est de penser à combien de Shigir ont existé. Il y en avait probablement des milliers, partout en Europe et en Asie. Mais revenons à l'architecture pure. Nous avons vu les cercles, les maisons, les bateaux. Mais il existe une catégorie de mégastructures en bois qui surpasse tout en termes de complexité technique. Les cités sur l'eau, les palafites. Imaginez les lacs alpins, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Italie. Des eaux calmes, cristallines, entourées de montagnes. Vers 4000 avant Jésus-Christ, les hommes décident de quitter la rive. Ils vont construire sur le lac. Pourquoi ? C'est une folie logistique. Il faut transporter des troncs, les tailler en pointe et les enfoncer de plusieurs mètres dans le sédiment du fond du lac. Comment ? Ils n'avaient pas de marteau-piqueur, pas de grue. Ils utilisaient probablement des radeaux, des chèvres de levage et peut-être une technique de vissage par oscillation ou simplement la force brute de masse en bois pour enfoncer les pieux. Certains villages comptaient des milliers de pieux. Ce n'étaient pas des cabanes isolées, c'étaient des villages denses, reliés par des passerelles, avec des palissades défensives côté terre. Vivre sur l'eau offre une sécurité maximale. Les animaux sauvages n'attaquent pas. Les tribus ennemies doivent avoir des bateaux pour vous atteindre. Les déchets tombent directement dans l'eau, ce qui est dégoûtant pour nous, mais pratique pour eux. Mais c'est l'ingénierie de la charpente qui stupéfie. Grâce à l'environnement humide qui empêche l'oxygène de dégrader le bois, anaérobie, nous avons retrouvé des pièces de charpente intactes. Et là, surprise, ils connaissaient tout. Les tenons et mortaises, les assemblages à mi-bois, les queues d'aronde. Toutes les techniques de menuiserie que nous utilisons encore aujourd'hui étaient déjà maîtrisées il y a 6000 ans. Sans clous, sans vis, sans colle. Tout tient par la géométrie et la friction. Ils savaient choisir le bois, du chêne pour les pieux immergés, car il résiste à l'eau, du frêne ou du sapin pour les superstructures plus légères, de l'écorce de bouleau pour l'étanchéité, c'est le Gore-Tex de la préhistoire. Ces villages lacustres nous ont laissé un trésor que les sites terrestres ne peuvent pas offrir. Dans la vase, sous les pilotis, on a retrouvé ceux qui tombaient par les fentes du plancher, des textiles, du lin tissé avec des motifs complexes, des chaussures en écorce, des cuillères en bois sculpté, des restes de pommes séchées, de pain, de graines de pavot. Oui, ils utilisaient l'opium, sans doute pour la douleur ou les rituels. Ces cités flottantes montrent une société incroyablement sophistiquée, capable de gérer des projets communautaires complexes. Mais vivre sur le bois, au-dessus de l'eau, a un risque majeur. Le feu, encore lui. Un foyer mal éteint, un vent fort, et le village entier devient une torche au milieu du lac. Beaucoup de ces sites montrent des couches d'incendie dévastatrices. Imaginez la panique. Piégés entre les flammes et l'eau noire, c'est le paradoxe de ces mégastructures. Leur puissance était aussi leur vulnérabilité. Alors, pourquoi cette civilisation du bois a-t-elle finalement cédé le pas ? Pourquoi, quand on pense ancien, on pense pierre ? Il y a une raison écologique. À force de couper, à force de construire des palissades de 4000 arbres, à force de brûler les forêts pour faire des champs, à force de cuire les poteries et de fondre le métal quand le cuivre et le bronze arrivent, la forêt a reculé, l'Europe a changé de visage, les grands chênes primaires sont devenus rares, le bois est devenu précieux. Mais il y a aussi une raison psychologique, un changement dans la mentalité humaine. À la fin du néolithique, l'individu commence à prendre le pas sur la communauté. Les grandes maisons collectives, longhouses, disparaissent. On voit apparaître des maisons plus petites pour des familles nucléaires. Les grandes tombes collectives cèdent la place aux tumulus individuels pour les chefs guerriers de l'âge du bronze. La mégastructure en bois était l'expression d'un collectif. On la construisait ensemble, on vivait dedans ensemble.
Quand la société est devenue plus hiérarchisée, plus individualiste, plus axée sur la propriété privée et le pouvoir personnel, l'architecture a changé. Le chef voulait sa tombe en pierre pour l'éternité, pas un cercle de bois pour la communauté. La pierre a gagné parce qu'elle flatte l'ego des puissants. Elle promet l'immortalité. Le bois, lui, acceptait la mort. Il acceptait le cycle. Pourtant, l'héritage est là, sous nos pieds. Saviez-vous que la forme de nos cathédrales gothiques est directement inspirée de la forêt ? Les piliers qui montent et s'ouvrent en voûte d'ogive, ce sont des arbres de pierre. Les constructeurs du Moyen-Âge, inconsciemment, reproduisaient la sensation sacrée des clairières ancestrales et des grands halls en bois du passé. La nef d'une église, c'est une longhouse inversée ou sublimée. Les mégastructures de l'âge de pierre n'ont pas disparu. Elles ont simplement changé de matière. Mais si nous voulons vraiment comprendre nos ancêtres, nous devons fermer les yeux sur les pierres froides de Stonehenge. Nous devons écouter le vent dans les feuilles. Nous devons sentir l'odeur de la sève et de la fumée. Nous devons ressentir la terreur sacrée devant une forêt de troncs peints en rouge sang, dressée contre le ciel gris. C'était un monde dur, violent, mais d'une vitalité que nous avons peut-être perdue dans nos villes de béton. Ils n'étaient pas des hommes de pierre, ils étaient les géants de bois. Et la prochaine fois que vous passerez devant une vieille souche en forêt, demandez-vous, est-ce juste du bois mort ? L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. En architecture, l'histoire est écrite par les matériaux qui ne pourrissent pas. La pierre a gagné la bataille du temps, mais le bois a gagné la bataille de la vie.